Ma femme m'a emmené dîner avec son patron allemand. J'ai souri comme un imbécile, faisant semblant de ne pas parler allemand. Elle a caressé son ventre et lui a dit: «Ne t'inquiète pas, l'idiot est si heureux de cette grossesse. Il élèvera ton fils en pensant que c'est le sien.» J'ai calmement versé plus de vin et j'ai dit en allemand parfait: «Je suis content de t'avoir ici. Suis cette histoire jusqu'au bout et commente la ville d'où tu regardes pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire est arrivée.» J'aurais dû savoir que quelque chose clochait dès que Margot a suggéré ce dîner avec son patron. En 5 ans de mariage, elle n'avait jamais voulu me faire rencontrer Klaus Richter. Elle prétendait toujours que leur relation était strictement professionnelle, qu'il était inapproprié de mélanger les affaires et la vie personnelle. Pourtant, j'étais là, assis en face d'eux chez le Petit Coq, regardant ma femme rire de ses plaisanteries avec une intimité qui me retournait l'estomac. Le restaurant était exactement le genre d'endroit qu'adorait Margot. Cher, exclusif, le type d'établissement où un seul repas coûtait plus que ce que la plupart des gens dépensaient en courses pendant une semaine. Les boiseries en acajou brillaient sous l'éclairage tamisé, et l'arôme du coq au vin et du pain frais flottait dans l'air. Nappes blanches impeccables, verres en cristal qui captaient la lumière parfaitement. Tout était parfait, tout calculé pour impressionner. Klaus avait choisi le restaurant, bien sûr. C'était le genre d'homme qui devait toujours avoir le contrôle, montrer sa richesse et sa sophistication. 48 ans, impeccablement vêtu dans ce que je reconnaissais comme un costume à 3 000 euros. Ses cheveux argentés lissés en arrière criaient la sophistication européenne. Son accent était léger, mais perceptible, un rappel de ses origines allemandes qu'il portait comme un badge d'honneur. Je restais assis dans ma veste de prêt-à-porter, me sentant distinctement déplacé. À 45 ans, j'avais bien réussi comme ingénieur électricien, gagnant 80 000 euros par an, mais dans cette foule, j'aurais aussi bien pu être concierge. Margot avait insisté pour que je m'habille pour l'occasion, passant des heures à choisir mes vêtements comme si j'étais un enfant allant à une séance photo. La conversation coulait facilement entre eux, trop facilement. Ils parlaient de collègues dont elle ne m'avait jamais parlé, partageaient des blagues intimes qui m'excluaient complètement. Je regardais le visage de Margot s'illuminer quand elle le regardait. Une expression que je n'avais pas vue diriger vers moi depuis des mois, peut-être des années. La façon dont elle se penchait en avant quand il parlait, comment ses doigts traçaient le bord de son verre de vin quand elle riait à ses histoires. J'essayais de participer, posant des questions polies sur leur travail, mais chaque tentative semblait forcée, artificielle. Ils faisaient une pause, m'incluaient juste assez pour être poli, puis replongeaient dans leur monde privé. J'étais la cinquième roue du carrosse lors du dîner de ma propre femme, un observateur inconfortable d'une intimité que je commençais à reconnaître comme n'étant pas entièrement professionnelle. Margot était radieuse ce soir-là. Elle avait passé tout l'après-midi chez le coiffeur à faire coiffer ses cheveux blonds en vagues lâches qui encadraient parfaitement son visage. Son maquillage était impeccable. Sa robe d'un vert émeraude profond, que je n'avais jamais vue auparavant, et qui coûtait probablement plus que mon remboursement de voiture. Elle rayonnait de cette façon dont les femmes enceintes sont censées rayonner, sa main dérivant occasionnellement vers la petite bosse qui commençait tout juste à se montrer. La grossesse avait été une surprise, annoncée 3 mois plus tôt, avec des larmes de joie et des promesses de la famille parfaite que nous allions construire ensemble. Je me souvenais du moment où elle m'avait montré le test positif, comment mon cœur s'était envolé avec la possibilité de devenir père. À 45 ans, j'avais abandonné l'idée d'avoir des enfants. Mais soudain, il y avait ce cadeau, cette seconde chance de la famille que j'avais toujours voulu. Maintenant, en la regardant de l'autre côté de la table, quelque chose ne collait pas. La chronologie m'avait toujours dérangé, bien que j'aie repoussé les doutes. Elle avait annoncé la grossesse juste après son retour d'un voyage d'affaires à Munich, le même voyage où elle avait travaillé étroitement avec Klaus sur une acquisition majeure. Quand j'avais demandé les dates, elle avait été vague, dédaigneuse, me disant que je m'inquiétais trop des détails. Le serveur apporta une autre bouteille de vin, quelque chose d'allemand que Klaus avait sélectionné avec grande cérémonie. Il servit pour nous tous, bien que Margot ne fasse que prétendre siroter le sien, invoquant la grossesse. Je remarquai que Klaus ne semblait pas déçu par son abstinence. Si quelque chose, il semblait content, protecteur.
Même la façon dont il la regardait quand elle mentionnait le bébé faisait quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. C'est alors qu'ils commencèrent à parler allemand. Cela commença assez innocemment. Klaus fit un commentaire sur le vin, quelque chose sur la région d'où il venait. Margot répondit dans ce que je supposais être un accord, sa prononciation fluide et confiante. Je savais qu'elle parlait un peu allemand de ses années d'université, mais je ne l'avais jamais entendu le parler avec une telle fluidité, un tel confort. Je restais assis là, souriant comme l'imbécile qu'il pensait clairement que j'étais. Alors que leur conversation basculait entièrement en allemand, ils n'essayaient même pas de m'inclure. Ne s'arrêtaient pas pour traduire ou expliquer. J'étais simplement un meuble à ce moment-là, une décoration qui se trouvait partager leur table. Ma grand-mère avait été allemande. Elle était venue en France comme jeune femme, mais n'avait jamais perdu sa langue, sa culture. Elle avait insisté pour m'enseigner l'allemand quand j'étais enfant, me faisant passer des étés avec elle à pratiquer jusqu'à ce que je sois fluide. C'était l'un de mes rares secrets, quelque chose que je n'avais jamais partagé avec personne, pas même avec Margot. Il n'y avait jamais eu de raison de le mentionner, jamais eu d'opportunité où cela importait, jusqu'à ce soir. J'écoutais, mon visage gardant le même sourire poli et confus, alors que Klaus disait à ma femme combien il était fier de sa performance. Pas sa performance de travail, mais sa performance avec moi, combien elle était convaincante, comme elle jouait bien le rôle de l'épouse dévouée. Ma main se resserra autour de mon verre de vin, tandis que Margot riait, un son comme du cristal qui se brise. Elle lui dit combien c'était facile, comment je croyais tout ce qu'elle disait sans question, combien j'étais confiant, combien naïf. Le mot qu'elle utilisait était «töricht», stupide, idiot. Klaus se pencha plus près, sa voix tombant à ce qu'il pensait probablement être un chuchotement. Il demanda ma réaction à l'annonce de la grossesse, si j'avais soupçonné quelque chose. Margot secoua la tête, sa main bougeant pour caresser son ventre dans un geste que j'avais pensé être de l'instinct maternel, mais que je reconnaissais maintenant comme quelque chose d'entièrement différent. « Ne t'inquiète pas, dit-elle en allemand, sa voix pleine d'amusement cruel. L'idiot est si heureux de la grossesse. Il élèvera ton fils en pensant que c'est le sien. » Le monde s'arrêta. Tout autour de moi sembla se figer dans ce moment. Le tintement doux des verres d'autres tables, le murmure faible des conversations, la lueur chaude de la lumière des bougies. Tout s'estompa en bruit de fond, alors que ces mots résonnaient dans mon esprit. Ton fils. Pas notre fils. Ton fils. Je restais assis là, mon visage portant toujours ce même sourire stupidement confiant, alors que toute ma vie s'effondrait autour de moi. 5 ans de mariage réduits à une performance. 3 mois de joie d'être père révélé comme la plaisanterie la plus cruelle imaginable. Klaus tendit la main à travers la table et serra la main de Margot, leurs doigts s'entremêlant dans un geste si intime qu'il me rendit physiquement malade. Il lui dit combien il l'aimait, combien il était excité par leur enfant, combien parfaitement tout se déroulait. Il planifiait cela depuis des mois, dit-il. La grossesse, le timing, même ce dîner faisait partie de leur tromperie élaborée. Je regardais ma femme, la mère de l'enfant que je me préparais à aimer de chaque fibre de mon être, hocher la tête et sourire alors que son amant la louait pour sa capacité à mentir à mon visage. Le serveur s'approcha de notre table, demandant si nous avions besoin d'autre chose. Je levai les yeux vers lui, ma gorge sèche, ma voix d'une façon ou d'une autre stable, malgré le tremblement de terre qui se passait dans ma poitrine. En fait, oui, dis-je, mes mots coupant leur conversation allemande comme une lame à travers la soie. Je pense que nous devons discuter de quelque chose d'important. Klaus et Margot se tournèrent tous les deux pour me regarder, leur visage encore détendu et heureux, ne réalisant pas encore que tout était sur le point de changer. J'atteignis la bouteille de vin, mes mouvements délibérés et contrôlés. Je me versai un verre généreux, le liquide rouge foncé captant la lumière des bougies comme du sang. Puis je reposai la bouteille soigneusement, précisément au centre exact de la table. Je levai légèrement mon verre comme pour faire un toast et regardai directement dans les yeux surpris de Klaus. « Prost !» dis-je clairement, laissant le mot allemand pendre dans l'air entre nous. « Au nouveau commencement et à la fin des illusions. » La couleur disparut si rapidement du visage de Margot que je pensais qu'elle pourrait s'évanouir.
La bouche de Klaus s'ouvrit, son sourire confiant s'effondrant en quelque chose approchant la terreur. Le silence qui suivit mon toast allemand était assourdissant. Je pouvais entendre mon propre battement de cœur, le jazz doux jouant depuis des haut-parleurs cachés, le murmure doux des conversations d'autres tables où d'autres couples avaient probablement des dîners normaux et honnêtes. Le verre de vin de Margot tremblait dans sa main. Quelques gouttes du liquide Bordeaux se répandirent sur la nappe blanche impeccable, s'étalant comme une petite tache de sang. Ses yeux verts, ceux dont j'étais tombé amoureux 6 ans plus tôt, voltaient entre Klaus et moi comme un animal pris au piège, cherchant une voie d'évasion qui n'existait pas. Klaus récupéra en premier, mais à peine. Son visage était passé du charme confiant à quelque chose approchant la panique en l'espace d'un battement de cœur. « Pierre » dit-il prudemment, son accent plus épais maintenant, plus prononcé. « Je pense qu'il y a peut-être eu un malentendu. » Je reposai mon verre de vin avec une précision délibérée. De la même façon que j'abordais tout dans mon travail d'ingénieur, mesuré, calculé, chaque mouvement délibéré. « Oh, je ne pense pas qu'il y ait eu de malentendu du tout, Klaus, » répondis-je en français, gardant ma voix conversationnelle, presque amicale. J'ai parfaitement compris, chaque mot. Margot trouva finalement sa voix, bien qu'elle ne sortît guère plus qu'un murmure. « Pierre, chéri, tu ne parles pas allemand, tu es confus. » Klaus me parlait juste de sa famille, de sa mère qui vit à Munich. Le mensonge vint si facilement à ses lèvres. Même maintenant, prise en flagrant délit, elle essayait encore de me manipuler, croyant encore qu'elle pouvait s'en sortir en parlant. « Ton allemand est plutôt bon, Margot, » dis-je, maintenant toujours ce ton conversationnel qui les poussait tous les deux vers la panique. Surtout cette partie sur moi, étant un idiot qui élèverait le fils d'un autre homme en pensant que c'était le mien. Ta prononciation de « Töricht » était particulièrement impressionnante. Elle devint complètement blanche. Pas pâle, pas rougissante, mais vraiment blanche, comme si chaque goutte de sang avait quitté son corps. Sa main, celle qui caressait son ventre juste quelques instants auparavant, dans ce que je savais maintenant être une moquerie de l'amour maternel, commença à trembler violemment. Klaus se pencha en avant, sa voix urgente maintenant. Tout prétexte de conversation de dîner décontracté abandonné. « Pierre, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Margot et moi, nous travaillons ensemble. » « Oui, mais ce soir, c'était juste une discussion d'affaires. » Je faillis rire. Presque. L'absurdité de cela était écrasante. Voici un homme qui venait juste d'entendre son amante discuter de leur plan pour me tromper à élever son enfant, et il essayait encore de me convaincre que c'était des affaires. Des affaires, répétai-je lentement, comme si je goûtais le mot. C'est comme ça que vous appelez quand vous dites à la mère de votre enfant combien vous êtes fier de sa performance, quand vous discutez combien vous êtes excité par votre fils, quand vous planifiez comment tromper son mari. Le restaurant continuait sa danse élégante. Les serveurs glissaient entre les tables. D'autres dîneurs riaient et trinquaient. Le monde continuait comme si le mien ne venait pas juste de se briser en 1 million de morceaux irréparables. Je pensais aux 3 derniers mois, chaque moment depuis que Margot avait annoncé la grossesse. Combien j'avais été heureux. Comment j'avais commencé à planifier des chambres d'enfants et des fonds d'université et des voyages de pêche père-fils. Comment j'avais appelé mes parents, à peine capables de contenir ma joie alors que je leur disais qu'ils allaient être grands-parents. Tout basé sur un mensonge. Toute une plaisanterie cruelle partagée entre 2 personnes qui me voyaient comme rien de plus qu'un imbécile pratique. Margot tendit la main à travers la table, ses doigts essayant de trouver les miens. Je retirai ma main avant qu'elle puisse me toucher, le geste assez brusque pour qu'elle tressaille. « Pierre, s'il te plaît, » dit-elle, sa voix se brisant maintenant, des larmes commençant à se former dans ses yeux verts que j'avais pensé être les plus belles choses au monde. « Tu dois me laisser expliquer. Tu ne comprends pas ce que tu as entendu. Mon allemand n'est pas si bon. J'ai dû dire quelque chose de mal, quelque chose qui sonnait différent de ce que je voulais dire. Même maintenant, même prise dans le mensonge le plus évident imaginable, elle essayait encore de me faire douter de ce que j'avais entendu de mes propres oreilles, de ce que j'avais compris avec parfaite clarté. « Combien de temps ?» demandai-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Klaus et Margot échangèrent un regard, un moment de communication silencieuse qui me dit tout ce que j'avais besoin de savoir.
Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas une erreur récente ou une faiblesse momentanée. C'était établi, confortable, routinier. Combien de temps? Répétai-je plus fort cette fois. Margot ouvrit la bouche, probablement pour livrer un autre mensonge, mais Klaus posa une main sur son bras. Quelque chose avait changé dans son expression. Peut-être était-ce de la résignation. Peut-être était-ce du soulagement que la tromperie soit finalement finie. 2 ans, dit-il simplement. 2 ans. Je restais assis là, faisant les calculs, me rappelant qu'il y a 2 ans, c'était quand Margot avait commencé à travailler plus étroitement avec la compagnie de Klaus, quand elle avait commencé à voyager fréquemment pour affaires, quand elle avait commencé à rentrer plus tard, quand elle avait commencé à acheter des vêtements et des bijoux coûteux qu'elle prétendait être des cadeaux d'elle-même pour travailler si dur. 2 ans de tromperie élaborée. 2 ans d'elle rentrant chez moi après être avec lui, de partager des dîners et des conversations et des intimités tout en vivant une double vie complète. Le bébé, dis-je, ma voix creuse maintenant, toute émotion évacuée. Quelle est la date d'accouchement? La vraie date d'accouchement. Les larmes de Margot coulaient librement maintenant, le mascara créant des traces sombres sur ses joues parfaitement maquillées. Pierre, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons réparer ça. Quand? Insistai-je. Décembre, répondit Klaus quand Margot ne put pas. Le 15 décembre. Je comptais à rebours dans ma tête. Si elle devait accoucher en décembre, cela signifiait qu'elle était tombée enceinte en mars. Mais elle ne m'avait pas parlé de la grossesse avant juin, prétendant qu'elle n'était enceinte que de 6 semaines. Un autre mensonge. Une autre tromperie calculée conçue pour me faire croire que l'enfant était le mien. Le serveur apparut à notre table encore, son sourire professionnel vacillant alors qu'il prenait la scène. Margot pleurant, Klaus ayant l'air sinistre et défensif, moi assis parfaitement immobile comme un homme en état de choc. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il prudemment. « En fait, dis-je, me levant lentement, mes jambes étonnamment stables malgré le fait que mon monde entier venait juste de s'effondrer. Je pense que j'ai besoin d'air. Klaus, je crois que tu t'occuperas de l'addition ce soir. Il semble que ce soit le moins que tu puisses faire. » J'atteignis mon portefeuille, mais Klaus me fit signe d'arrêter. « Pierre, attends. Nous devons parler de ça. Nous devons comprendre comment gérer cette situation. » Gérer cette situation? Comme si mon mariage détruit était un problème d'affaires à résoudre. Une complication dans leur histoire d'amour qui avait besoin d'être gérée. Il n'y a rien à gérer, dis-je, ma voix parfaitement calme maintenant, presque conversationnelle. Vous deux pouvez vous avoir l'un l'autre. Vous vous avez déjà depuis 2 ans. Vous avez un enfant ensemble. Il semble que tout ait fonctionné exactement comme vous l'aviez planifié. Je commençais à m'éloigner, mais la voix de Margot m'arrêta. « Où vas-tu » cria-t-elle assez fort pour que d'autres dîneurs se tournent pour regarder. « Pierre, tu ne peux pas juste partir. Nous vivons ensemble, nous sommes mariés, nous devons arranger ça. » Je me retournai pour la regarder. Cette femme qui avait partagé mon lit et mes rêves et mes espoirs pour l'avenir, tout en détruisant systématiquement tout ce qui était réel entre nous. Elle avait l'air désespérée maintenant, effrayée, comme si elle commençait seulement à comprendre que son monde, soigneusement construit, était sur le point de s'effondrer. « Non, Margot, » dis-je doucement. « Nous n'avons rien à arranger. Tu as fait ton choix il y a 2 ans. Tu l'as refait il y a 3 mois, quand tu as décidé d'essayer de me tromper, à croire que l'enfant de ton amant était le mien. Et tu l'as refait ce soir, quand tu t'es assise ici, en riant de combien c'était facile de me tromper. Le restaurant autour de nous était devenu plus silencieux. D'autres clients clairement conscients qu'ils assistaient à quelque chose de dramatique, mais essayant de faire autrement. « Tu veux savoir ce qui est drôle ?» dis-je en regardant entre eux deux. « J'ai actuellement aimé vous deux, de différentes façons. Je t'ai aimé, Margot, avec tout ce que j'avais. Et je t'ai respecté, Klaus, comme collègue et homme d'affaires. Je pensais que vous étiez tous les deux meilleurs que ça. » Je sortis mon téléphone et le posai soigneusement sur la table devant eux. « J'ai enregistré notre conversation depuis que vous avez commencé à parler allemand. » Mentis-je doucement, regardant leur visage s'effondrer avec l'implication. Incroyable ce que la technologie peut faire ces jours-ci. Logiciel de traduction, reconnaissance vocale. Un homme n'a même pas besoin de parler allemand pour comprendre ce qu'on dit de lui.
Bien sûr, je n'avais rien enregistré, mais ils ne le savaient pas. Et la peur dans leurs yeux me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur combien ils avaient à perdre si la vérité sortait. Je serai parti quand tu rentreras à la maison, dis-je à Margot alors que je reprenais mon téléphone. N'essaie pas de me contacter, n'essaie pas d'expliquer, n'essaie pas de réparer ça. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Je m'éloignais de la table, loin de ma femme et de son amant et de leur enfant et de leur tromperie élaborée, me sentant étrangement plus léger à chaque pas. Derrière moi, je pouvais entendre Margot appeler mon nom, sa voix haute et désespérée. Mais je ne me retournais pas. J'ai conduit autour de Paris pendant 2 heures après avoir quitté le restaurant, mes mains serrant le volant si fort que mes jointures étaient devenues blanches. Je n'étais pas prêt à rentrer à la maison encore. Pas prêt à faire face au rappel physique d'un mariage qui n'avait été rien d'autre qu'une performance élaborée. Au lieu de cela, je me suis retrouvé garé devant un café 24h24 dans le 11e arrondissement, sirotant un café qui avait le goût d'huile de moteur et essayant de donner du sens à ce que j'avais appris. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus, jetant tout dans une lueur dure et impitoyable qui semblait appropriée pour le moment. Mon téléphone avait bourdonné constamment depuis que j'avais quitté le restaurant. 17 appels ratés de Margot. 11 messages textes que je ne pouvais pas me résoudre à lire. 3 appels de Klaus. Ce qui me surprit, que pouvait-il possiblement avoir à dire? Je finis par éteindre complètement le téléphone et m'assis dans le silence, essayant de me rappeler quand j'avais commencé à apprendre l'allemand pour la première fois. Ma grand-mère, Oma Greta, avait été une femme formidable qui croyait que l'éducation était la seule chose qui ne pouvait jamais vous être enlevée. Chaque été depuis que j'avais 8 ans jusqu'à 16 ans, elle m'avait fait passer 2 mois avec elle, ne parlant que allemand. Au début, j'avais détesté ça. Mais Greta était impitoyable. Au moment où j'étais au lycée, j'étais complètement fluide. C'était une compétence dont j'étais fier, mais qui n'avait jamais semblé pertinente à ma vie d'adulte. Je n'avais certainement jamais dit à Margot à ce sujet. Maintenant, cette compétence aléatoire et apparemment non pertinente avait révélé la vérité la plus importante de ma vie. Quand je suis finalement rentré à la maison, il était presque minuit. La maison était sombre, sauf la lumière du Porsche que Margot laissait toujours allumée pour moi quand je travaillais tard. Sa voiture était dans le garage, mais je pouvais voir qu'elle était réveillée. Des lumières sortaient de sous la porte de la chambre. Je ne suis pas monté. Au lieu de cela, je suis allé dans mon bureau, la seule pièce de la maison qui était complètement la mienne. Meubles en cuir foncé que j'avais choisis, étagères remplies de manuels techniques et de romans classiques. C'était mon sanctuaire. Je me suis versé 3 doigts de whisky Jameson 18 ans, une bouteille que je gardais pour une occasion spéciale. Cela semblait aussi spécial que les occasions pouvaient être. C'est alors que j'ai vraiment commencé à réfléchir à la chronologie. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à parcourir nos dossiers financiers, quelque chose que je faisais rarement parce que Margot gérait la plupart de nos dépenses domestiques. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Au cours des 2 dernières années, il y avait eu des frais que je n'avais jamais vus auparavant. Dîners coûteux dans des restaurants où je n'étais jamais allé, chambres d'hôtel dans des villes où Margot prétendait voyager seule pour affaires, achats dans des magasins de lingerie spécialisés dans des articles que je ne l'avais jamais vu porter. Mais c'étaient les motifs qui racontaient vraiment l'histoire. Chaque mois, comme une horloge, il y avait des frais au même hôtel haut de gamme du centre-ville, le Meurice, où les chambres commençaient à 500 € par nuit. Toujours les jeudis après-midi, toujours suivis de frais dans des restaurants coûteux à proximité. J'ai croisé les dates avec le calendrier de travail de Margot. Chaque jeudi, les frais d'hôtel correspondaient à une notation qui lisait « Réunion client, KR, Klaus Richter ». Elle documentait sa liaison dans notre calendrier partagé, pensant probablement que je ne prendrais jamais la peine de regarder. Les achats de bijoux étaient particulièrement dévastateurs. J'ai trouvé des reçus pour un bracelet de tennis en diamant d'une valeur de 8 000 € acheté juste 3 semaines après notre 5e anniversaire de mariage. Elle m'avait dit que c'était un cadeau à elle-même pour avoir décroché un gros client. Maintenant, je réalisais que ça avait probablement été un cadeau de Klaus, acheté avec de l'argent de notre compte joint. J'ai trouvé le reçu pour le test de grossesse acheté 2 semaines avant qu'elle me dise qu'elle attendait.
pas un test, mais 3 marques différentes, comme si elle voulait être absolument certaine avant de commencer la phase suivante de sa tromperie. J'ai entendu des pas dans les escaliers, doux et hésitants. Margot, finalement rassemblant le courage de me faire face. J'ai rapidement fermé l'ordinateur portable et pris une autre gorgée de whisky, me préparant pour quelques performances qu'elle avait préparées. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, portant un de mes vieux t-shirts de fac et un pantalon de pyjama. Ses cheveux tirés en arrière en queue de cheval désordonnée. Elle avait l'air jeune et vulnérable et effrayée, exactement comme elle avait l'air lors de notre premier matin ensemble il y a 6 ans. C'était un jeu d'acteur magistral, vraiment. Si je ne savais pas ce que je savais, si je ne l'avais pas entendu rire de ma stupidité quelques heures plus tôt, j'aurais pu me sentir désolé pour elle. Pierre, sa voix était petite, incertaine. Est-ce qu'on peut parler? J'ai fait un geste vers la chaise en face de mon bureau, celle où elle s'asseyait quand nous planifions nos finances ensemble ou discutions de notre avenir. Maintenant, elle ressemblait à une chaise d'interrogatoire. Elle s'assit soigneusement, ses mains pliées sur ses genoux, ses yeux rouges de pleurs. Vraies larmes ou une autre partie de la performance. À ce stade, je n'étais pas sûr de pouvoir faire la différence. « Je sais que tu es en colère », commença-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je sais que tu penses avoir entendu quelque chose qui sonnait terrible. Mais Pierre, tu dois me croire. Tu as mal compris. Mon allemand n'est pas assez bon pour dire ce que tu penses avoir entendu. » Même maintenant, même après tout, elle s'accrochait au mensonge. « Parle-moi du Meurice, » dis-je calmement. La couleur disparut instantanément de son visage. Elle ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit encore. Aucun mot ne sortit. « Parle-moi du bracelet à 8 000 € que tu t'es acheté 3 semaines après notre anniversaire. Parle-moi du test de grossesse que tu as acheté le 23 mars, 2 semaines avant de me dire que tu attendais. Parle-moi de Klaus Richter et pourquoi tu le rencontres dans des hôtels coûteux chaque jeudi depuis les 18 derniers mois. » Elle tremblait maintenant, ses mains visiblement tremblantes alors que le poids d'être vraiment attrapée s'installait sur elle. « Depuis combien de temps, tu sais ?» chuchota-t-elle finalement. « J'ai su pour ce soir depuis ce soir, » dis-je sincèrement. Mais j'ai appris le reste durant les 3 dernières heures. Incroyable ce que les dossiers financiers peuvent vous dire quand vous prenez vraiment la peine de les regarder. Elle enfouit son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots qui semblaient authentiques. « Pierre, s'il te plaît, » dit-elle à travers ses larmes. « Laisse-moi expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est compliqué. » « Non, » dis-je doucement, finissant mon whisky et posant le verre avec finalité. « En fait, c'est très simple. Tu as une liaison depuis 2 ans. Tu es enceinte de l'enfant de ton amant. Tu planifiais de me tromper à élever cet enfant comme s'il était le mien. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. » Je me levai, soudain épuisé par l'effort de maintenir ma façade calme. « Je vais rester dans un hôtel ce soir. Demain, j'appellerai un avocat. Je suggère que tu fasses pareil. » Alors que je marchais vers la porte, elle me cria après une dernière fois. « Qu'est-ce qu'il y a de nous? Qu'est-ce qu'il y a de notre mariage? Qu'est-ce qu'il y a du bébé ?» Je me retournai pour la regarder. « Il n'y a pas de nous, » dis-je simplement. « Il n'y en a jamais eu, et ce n'est pas mon bébé. » Puis je sortis de mon bureau, sortis de ma maison, et sortis de la vie que j'avais pensé être la mienne, mais qui n'avait jamais vraiment existé du tout. La chambre d'hôtel sentait le nettoyant pour tapis de force industrielle et les fantômes d'un millier de voyageurs d'affaires. Je m'assis au bord du lit à 2 heures du matin, regardant mon téléphone et attendant le matin pour pouvoir commencer à faire les appels qui démantèleraient ma vie avec la même précision que Margot avait utilisée pour la détruire. Le sommeil était impossible. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Margot au dîner, radieux et cruel, alors qu'elle disait à Klaus combien c'était facile de me tromper. Les dossiers financiers étaient étalés sur le bureau de l'hôtel comme des preuves sur une scène de crime, ce que je supposais. J'avais tout imprimé avant de quitter la maison, voulant des preuves physiques de la tromperie systématique. Mais aussi dévastateurs que les preuves financières étaient, elles pâlissaient en comparaison de ce que j'avais découvert dans le compte email de Margot. Nous avions partagé des mots de passe pour la plupart de nos comptes depuis des années. Maintenant, cela me donnait accès à un dossier numérique de sa double vie.
Les emails avec Klaus remontaient à 26 mois, commençant assez innocemment avec des discussions liées au travail, mais évoluant rapidement vers quelque chose de beaucoup plus intime. Klaus, il s'avéra, était marié à une femme nommée Elena, dont la famille possédait une chaîne d'hôtels de luxe à travers l'Europe. Elena Richter n'était pas juste riche, elle était riche de génération en génération. Klaus ne pouvait pas se permettre un divorce salissant. La grossesse avait été planifiée, stratégiquement chronométrée pour coïncider avec ce que Klaus appelait l'opportunité de Marseille, ma conférence là-bas. Ils avaient su de mes voyages des semaines à l'avance, avaient utilisé mon programme de voyage pour s'assurer que la conception se passerait pendant que j'étais commodément à 800 km. L'email le plus dévastateur était d'il y a juste 2 semaines. Klaus avait écrit à Margot à propos de ses plans à long terme. Comment il gérerait la situation après la naissance du bébé. Il voulait qu'elle attende jusqu'à ce que l'enfant ait au moins 2 ans avant d'initier les procédures de divorce. Assez longtemps pour que je sois fermement attaché à l'enfant. C'était un plan de 10 ans. Ils avaient cartographié une décennie de ma vie sans ma connaissance ou mon consentement. Mais peut-être la pire partie était de lire leur évaluation de mon caractère. Klaus avait écrit longuement sur mon besoin pathologique d'être nécessaire, mon désir désespéré de famille, ma dépendance émotionnelle à l'approbation féminine. Il m'avait psychoanalysé comme un spécimen, identifiant mes vulnérabilités avec une précision clinique. Il n'avait pas tort. J'avais toujours été le genre d'homme qui trouvait son identité à prendre soin des autres. Mes parents avaient divorcé quand j'avais 12 ans, et j'avais passé mes années d'adolescence à essayer désespérément de garder tout le monde heureux. Margot avait compris cela de moi dès le début. Dans un email, elle décrivait notre relation précoce avec une précision dévastatrice, expliquant comment elle m'avait laissé croire que je la sauvais d'une vie difficile. J'étais tombé amoureux d'une fiction. Pire, j'étais tombé amoureux d'une fiction qui était spécifiquement conçue pour exploiter mes besoins émotionnels les plus profonds tout en servant ses intérêts financiers. Mais mélangé à la douleur et l'humiliation était quelque chose d'autre. Quelque chose de froid et concentré que je reconnaissais à peine comme faisant partie de moi-même. C'était de la rage, oui, mais de la rage transformée en quelque chose de plus utile. Quelque chose comme de la détermination. Ils avaient de fait une erreur cruciale dans leur plan élaboré. Ils m'avaient sous-estimé. Les emails de Klaus révélaient beaucoup plus que juste sa relation avec Margot. Il était apparemment un adultère en série avec au moins 2 autres femmes recevant des allocations et des cadeaux similaires au cours des 5 dernières années. Plus important, ces emails contenaient des informations détaillées sur ses transactions commerciales, y compris plusieurs entreprises qui existaient dans des zones grises légales, des droits d'importation qui étaient évités par des documents créatifs, des abris fiscaux qui poussaient les limites de la légalité. Klaus était le genre d'homme d'affaires qui croyait que les règles étaient pour les autres personnes, et sa correspondance avec Margot incluait assez de détails incriminants pour causer des problèmes sérieux pour lui s'il tombait dans les mauvaises mains. J'ai passé le reste de la nuit à prendre des notes, créer une chronologie, organiser les preuves. Pas juste les preuves de la liaison, mais les preuves de tout. Le lendemain matin, j'ai appelé le meilleur avocat en divorce de Paris. Maître Laurent Dubois avait une réputation pour être impitoyable mais discret, exactement ce dont j'avais besoin. Au cours des mois suivants, j'ai regardé leur monde élaboré s'effondrer, avec la précision d'une démolition contrôlée. Klaus, confronté aux preuves de ses irrégularités financières, a accepté un règlement généreux pour éviter l'exposition publique. Margot, réalisant que sa sécurité financière était liée à un homme qui ne pouvait plus se permettre d'être exposé, s'est retrouvée seule et enceinte avec beaucoup moins d'options qu'elle n'avait imaginées. Le divorce a été finalisé 6 mois plus tard. Margot a reçu exactement ce qu'elle était légalement due et pas un centime de plus. Pas de pension alimentaire, pas de support pour l'enfant qui n'était pas le mien, pas de moitié de la maison qu'elle avait aidé à souiller avec ses mensonges. Klaus, pendant ce temps, a découvert que sa femme Elena était moins ignorante de ses affaires qu'il ne l'avait cru. Confrontée aux preuves de ses multiples liaisons et de ses transactions commerciales douteuses, elle a initié ses propres procédures de divorce, armée avec les meilleurs avocats que l'argent européen ancien pouvait acheter.
La dernière fois que j'ai entendu parler de Klaus, il purgeait une peine de prison de 3 ans pour fraude fiscale dans une prison française. C'est bien gelé et sa réputation en ruine. Margot a donné naissance à un fils en décembre, exactement quand Klaus avait dit qu'elle le ferait. Elle travaille maintenant comme caissière dans un supermarché de banlieue, luttant avec les réalités de la maternité célibataire et un salaire minimum. Parfois, je ressens presque de la pitié pour eux. Presque. Mais ensuite, je me rappelle cette nuit au Petit Coq, le son de leur rire, alors qu'ils planifiaient ma tromperie. Et la pitié s'évapore. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je vis dans un appartement lumineux, dans le 7e arrondissement, avec vue sur la Seine. J'ai lancé ma propre firme de conseil en ingénierie, travaillant avec des clients qui respectent mon expertise et paient mes factures à temps. J'ai appris à cuisiner, à voyager seul, à profiter de ma propre compagnie. Il y a 6 mois, j'ai rencontré une femme nommée Claire dans une librairie près de chez moi. Elle est professeure de littérature, divorcée aussi, avec une fille adolescente et un sens de l'humour sec qui me fait rire même les jours difficiles. Notre première vraie conversation a eu lieu autour d'un café, et quand elle a mentionné qu'elle parlait un peu allemand de ses années d'université, j'ai souri et répondu en allemand parfait. Elle a ri et a dit « Finalement, un homme avec des profondeurs cachées. » J'espère qu'elles sont bonnes profondeurs, ai-je dit. Nous verrons, répondit-elle. Mais soyons d'accord sur une chose. Seulement le français est la vérité complète même quand c'est ennuyeux. Surtout quand c'est ennuyeux, dit-elle. La vérité ennuyeuse est sous-évaluée. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents pour notre vérification hebdomadaire. Tu sonnes différent, dit ma mère près de la fin de notre conversation. Plus heureux peut-être? Je pense que je le suis, dis-je, regardant autour de mon appartement avec ses lignes nettes et ses meubles honnêtes. Je pense que j'apprends finalement qui je suis quand je n'essaie pas d'être ce dont quelqu'un d'autre a besoin que je sois. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre de vin et me suis tenu sur mon balcon regardant la ville. Quelque part là-bas, Margot essayait probablement d'endormir son fils dans un petit appartement, luttant avec la réalité de la maternité célibataire et d'un travail au salaire minimum. Quelque part ailleurs, Klaus apprenait à naviguer la politique de prison et comptait les années jusqu'à sa libération. Je ne me sentais pas désolé pour eux. Les actions ont des conséquences, et ils avaient choisi leurs actions avec une pleine connaissance des risques impliqués. Mais je ne me sentais plus vengeur non plus. Ils n'étaient plus partie de mon histoire, plus capable d'affecter ma paix ou mon avenir. Mon téléphone bourdonna avec un message de Claire. Juste pour dire merci pour un après-midi charmant. J'ai hâte de notre dîner. Et ne t'inquiète pas, je ne testerai pas ta maîtrise de l'allemand. J'ai souri et tapé en retour. J'ai hâte aussi. Juste pour prévenir, je maîtrise complètement l'allemand, mais je promets d'utiliser mes pouvoirs seulement pour le bien désormais. Sa réponse vint rapidement. Un homme avec des profondeurs cachées et un sens de l'humour. Je pense que je vais aimer apprendre à te connaître, Pierre Moreau. J'ai posé mon téléphone et suis retourné regarder la ville, aux milliers de lumières représentant des milliers de vies, la plupart probablement plus simples et plus honnêtes que celles que j'avais vécues pendant les 2 dernières années. Pour la première fois depuis ce dîner dévastateur au Petit Coq, je me sentais vraiment plein d'espoir pour l'avenir. Pas parce que quelqu'un d'autre pourrait m'aimer, pas parce que je pourrais trouver une autre personne à protéger, mais parce que j'avais finalement appris à aimer la personne que j'étais quand personne ne regardait, quand personne ne me demandait d'être autre chose que moi-même. Le mot allemand pour ce sentiment, réalisai-je, était Befreiung, libération, liberté de l'esclavage, liberté de la tromperie, liberté du travail épuisant d'être la solution de quelqu'un d'autre à ses problèmes. Ma grand-mère aurait été fière. J'avais appris sa langue et à travers elle, j'avais appris la leçon la plus importante de toutes. Que parfois le plus grand cadeau que la trahison peut vous donner est l'opportunité de découvrir qui vous êtes vraiment quand vous arrêtez d'essayer d'être qui quelqu'un d'autre a besoin que vous soyez. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.